ça m'amuse toujours quand je parle de ce que je fais avec d'autres avocats. Tu vois tout de suite, premier truc, tu vois de la sidération. Ils ont les yeux qui grandissent. Ils se disent, mais qu'est-ce que tu fais? Et après, t'en as certains, ils se disent, mais je rêve de faire ça. Que ça soit juste, soit le fait de pouvoir travailler en voyageant, soit juste le fait de bosser en détachement avec des clients. Encore une fois, il n'y a personne qui pense à ça. Ce qui est très marrant, j'ai plein d'amis qui se sont installés à leur compte. Un des premiers trucs que je leur dis, mais envisage de faire du détachement. Et t'en as certains qui font des chiffres d'affaires incroyables en s'étant lancés comme ça. Salut Mathieu, je suis très content de t'avoir. J'ai voulu faire ce podcast pour plein de raisons. Déjà, tu as été un de nos clients dernièrement, on a sorti son site internet. Mais ce n'est pas seulement ça, sinon on aurait des centaines de podcasts avec nos clients. Tu es un avocat qui est... alors, je vais te mettre dans une catégorie, la catégorie des avocats smart. Tu es avocat individuel. En IPIT est un positionnement qui est très clair. On va parler de plein de choses avec toi. Et on va inspirer beaucoup d'avocats qui... ne se rendent pas compte de la possibilité qu'ils ont et une autre manière d'exercer leur métier en matière de liberté. Tu es avocat en IPIT dédié aux startups et boîtes SaaS, donc Software as a Service pour ceux qui n'ont pas l'acronyme. Et lorsqu'on a discuté, tu me disais, voilà, moi je ne suis pas toujours à Paris, bah, tu sais, je ne serai peut-être pas là, il y a un décalage horaire, etc. Et en même temps, très chill, tu vois, on sentait j'avais l'impression de parler justement à un fondateur de start-up et en même temps disponible, réactif, etc. Je me disais, mais comment ce gars-là il fait pour avoir des super clients, bosser d'où il veut, avoir un positionnement qui est hyper clair. Enfin, il y avait toute une strate et je voulais qu'on partage ça à des avocats, soit individuels, soit collaborateurs qui hésitent à se lancer, soit peut-être à des gens qui n'en peuvent plus de bosser comme des fous et peut-être de reprendre en main un peu leur métier. Donc, je ne spoil pas plus. L'idée, c'était de donner un peu envie aux gens d'en savoir plus avec cette petite introduction. Je te laisse te présenter. Ouais. Et après, moi, j'ai plein de questions sur comment tu gères ton activité, qui tu es, comment tu as décidé tout ça. Je te laisse te présenter. Ça marche. Eh bien, écoute, merci de m'accueillir. Je suis très content d'être là. Effectivement, tu as dit plein de choses. Il y a plein de... Enfin, j'ai une vision de métier d'avocat qui est très différente de pas mal de confrères. Donc moi, je suis avocat effectivement à mon compte. Je cible essentiellement les startups, les boîtes de software. Ouais. Je me suis installé assez jeune, donc j'ai eu le temps de développer mon activité ces 10 dernières années. J'ai pivoté plein de fois. Ouais. Et maintenant, j'ai trouvé quelque chose qui fonctionne bien pour moi. Qui je pense est peut-être en train de devenir un peu à la mode, mais qui à l'époque où je me suis installé était complètement hors sol, on n'y pensait pas. Et donc je serais très intéressé, très content d'en parler aux gens. Qu'est-ce que tu faisais justement alors qu'est-ce que tu as fait avant? T'as quand même bossé en cabinet? Alors j'ai bossé très succinctement en cabinet, donc j'ai fait les stages habituels de tout le monde. J'ai eu une première collaboration qui a duré un peu moins d'un an. Okay. Dans un cabinet un peu traditionnel, un petit cabinet en IP. Voilà, c'était bien, mais c'était pas forcément ce que j'avais envie. Ensuite, j'ai tout de suite pivoté, je suis parti en entreprise. Okay. Au début, j'avais hésité à le faire. Et puis je me suis dit pourquoi pas. Donc je me suis retrouvé dans le groupe Intermarché pendant 2 ans à peu près. Okay. Et là, j'ai commencé à faire de la négociation de contrat, ce que je ne faisais quasiment jamais avant. C'était vraiment de la négociation de contrat purement opérationnelle, du software. Et là, j'ai quelque chose qui a commencé à tilter dans ma tête. Alors, faut se rappeler, on est en 2015 à l'époque, okay. Donc c'est pas maintenant où c'est super à la mode. Je me dis, mais il n'y a pas d'avocat qui est dédié aux startups. Il y en avait très très peu. C'était avant Bold qui n'existait pas à l'époque. Et donc, ça commence à trotter dans ma tête. Ça met 6 mois, 1 an à mûrir. Et là, je me dis, il faut que je le fasse. Et pourquoi via Intermarché qui n'est pas une start-up? Alors, j'étais dans la filiale informatique du groupement Intermarché, donc une boîte qui s'appelle Asteam, qui pour le coup fonctionne comme une sorte de SS2I interne. Donc, je ne bossais que en contrat logiciel. Et l'idée, c'était d'accompagner le groupement pour développer du logiciel, pour déployer du logiciel externe, ce type de choses-là. Donc je connaissais pas forcément au début ce domaine-là, mais j'ai beaucoup aimé. Et voilà, au fur et à mesure de rencontres aussi autour de tout ça,
avec des gens qui travaillaient dans ce domaine-là. Ils avaient vraiment pas d'avocat spécialisé là-dedans. Et vraiment, il y avait quelque chose à faire. Donc, je me suis dit, ok, j'y vais, sans client. Vraiment, je vais pas dire en touriste, mais j'arrive complètement par hasard sur ce mode de fonctionnement. Donc voilà, je m'installe en mode très lean. Je suis limite dans mon garage, juste avec mon bureau, et puis je prospecte un peu n'importe comment. Je savais pas ce que je faisais. Mais tu savais déjà que tu allais toucher les startups. Je savais déjà que j'allais toucher les startups. Ton positionnement était clair, quoi, déjà. C'est ça. Et premier truc que je fais, je me dis, je vais faire un site. Je vais vraiment montrer que je suis moderne, que je suis là pour aider les startups. Et donc, je me mets tout seul devant mon ordi, je code mon petit site. Tu l'as vu il y a quelques années, bon, ça vaut ce que ça vaut, mais ça marchait bien. Ouais. Je me retrouve super bien là, référencé. On était en quelle année là, du coup, 2017 2016. Ok. Et oui, donc c'était pas le cas de tout le monde à l'époque. Voilà. Donc je fais mon site, je fais beaucoup de contenu, donc plein d'articles. Je me retrouve très bien référencé sur Google. Ouais. Et là, les clients, ils mettent 1 ou 2 ans à arriver de manière récurrente. Mais ça vient bien. Mon activité se développe. Prend petit à petit. Elle prend petit à petit. Donc tu commences, tu as 0 client. Et plutôt que d'aller... au début, tu prospectes, ça ne marche pas. Tu te dis, vas-y, je vais faire un site. Tu avais des notions sur le référencement naturel, tu comprenais tout ça? Ou comment tu as découvert? Tu t'es dit, ça va marcher? Ou c'est juste, tu étais plus à l'aise avec ça et la force des choses? J'étais plus à l'aise avec ça. Je suis quelqu'un de très introverti. Donc aller à des événements, serrer des mains, c'est pas du tout mon délire. Ça ne m'intéresse pas. Donc je me suis dit, comment je peux faire pour trouver des clients en étant confortable? Et pour moi, c'était le site internet. J'ai toujours eu une appétence pour ce type de choses. Donc c'était la meilleure manière de le faire. Et donc ça m'a permis de me faire connaître de petites startups à l'époque. Ensuite, le bouche à oreille fonctionne. Et là, ça fonctionne comme ça jusqu'à peu près 2019. J'arrive à me verser chaque mois un salaire tout à fait raisonnable, à peu près équivalent à ce que je touchais quand j'étais collab. Donc j'étais plutôt content. Et là, en 2019, il y a un gros changement qui arrive. Je me fais contacter par un cabinet de recrutement qui cherche un avocat pour remplacer un juriste dans une boîte comme intervenant ponctuel. C'était une direction juridique qui était un peu en changement important. Ils avaient besoin de quelqu'un pour quelques mois pour aider un peu à structurer les choses et aussi pour gérer le tout venant. Alors là, tout de suite, je me dis comment je vais faire avec mes clients existants parce qu'ils voulaient du full-time. Donc bon, je me dis ça vaut quand même la peine de le tenter. Et là, du coup, j'y vais. Je bosse comme un taré pendant 6 mois. Où en gros, je commence à 8h le matin et jusqu'à 10h le soir. Mais je découvre un truc que je ne connaissais pas. Donc l'avocat qui est intégré au sein des équipes de son client. Et je rencontre les équipes, je travaille beaucoup avec les sales notamment. Là, pour le coup, tu es en présentiel? Je suis en présentiel. C'était avant le Covid, donc encore très, très classique. Et ce mode de fonctionnement, pour moi, c'est une révélation. Je ne pensais pas du tout que c'était envisageable. Et je me dis, il y a un truc à faire. Je peux continuer à faire ça. Donc, je commence un petit peu à parler à mes clients de ce mode de fonctionnement-là. Et au bout de quelques mois, j'en ai un autre qui me dit, écoute, là on vient de lever des fonds, on n'est pas staffé au niveau juridique, franchement on est mal. Est-ce que tu peux nous aider? Et donc forcément ça m'intéresse. Donc je me retrouve à négocier avec le premier client pour être là pendant 3 jours par semaine, avec l'autre client pour être là 2 jours par semaine. Donc en gros je me retrouve avec un full-time, plus tous mes clients que j'ai autour. Et rythme de fou. Et voilà, rythme de fou, mais j'adore ce mode de fonctionnement en détachement où j'ai l'impression de retrouver ce que j'aimais dans le métier d'avocat de juriste en entreprise, mais en étant avocat, donc en ayant cette liberté. Et clairement, je me dis c'est ça que je veux continuer à faire. Donc ça commence vraiment à trotter dans ma tête. Et là, il y a le Covid qui arrive. Donc il y a encore un truc qui va changer, c'est que maintenant tout est à distance,
tout est remote. Tu te fais pas dégager. Je me fais pas dégager, mais voilà, le premier client commençait vraiment à se structurer. Okay. Donc ils ont fini par recruter des gens. Okay. Donc ma mission, logiquement, elle a. T'as aidé au recrutement ou... J'ai pas aidé au recrutement, mais voilà, j'ai permis d'assurer la transition. Okay. Je commençais, voilà, je suis resté avec eux pendant à peu près 1 an et demi. C'était 6 mois à la base, hein. Donc 1 an et demi à la place, c'est bien, ça s'est bien développé. Voilà. Et non, ça, c'était génial. Et là, au tout début du Covid, donc bon, forcément, on se retrouve tous à distance. Il fallait que je retrouve une autre mission. Et complètement par hasard, je me fais contacter aussi sur Malte. Donc j'étais sur cette plateforme. Ça faisait partie de mes axes de développement au tout début, avant de faire du détachement. J'étais aussi un des premiers avocats sur Malte. Trop bien. J'étais donc super visible, j'avais plein d'avis positifs. Ça m'a apporté énormément de clients. Ça, c'était plutôt du one-shot. C'était du one-shot, mais il y a quand même des clients avec qui je travaille encore maintenant, qui m'ont trouvé sur Malte. Et donc, du coup, il y a une nouvelle boîte, une start-up qui vient de lever des fonds, qui me contacte sur Malte en me disant Mathieu, on a besoin de quelqu'un tout de suite pour nous servir de responsable juridique, pour nous aider à négocier nos contrats. Et donc forcément, je prends la mission. Eux, ils étaient full remote, forcément, historiquement, et puis aussi avec le Covid. Avec l'autre client que j'avais 2 jours par semaine, c'est pareil, c'était remote. Et donc le Covid se passe et ça fonctionne très bien comme ça. Et là, je me dis, j'ai pas envie de retourner à Paris. J'ai pas envie de retourner au bureau. Et là, je me dis, pourquoi je fais pas ça à distance en voyageant. Tu avais accueilli il y a pas longtemps un autre avocat qui faisait ça aussi. Et on fonctionne un peu pareil. On est très peu d'avocats à fonctionner comme ça au final. Ouais, c'est rare. Et c'est tout à fait possible quand on est à son compte et quand on a ce mode de fonctionnement. Alors, bien évidemment, tu ne fonctionnes pas de la même manière si tu bosses avec des clients avec un fonctionnement très classique, voilà, très institutionnel. Mais moi, pour le coup, avec ma cible, les startups, c'est exactement la même chose. Tu as des boîtes qui sont déjà full remote, j'imagine, dans ton portefeuille. Très clairement. Donc voilà, ils comprennent comment je fonctionne, ça fonctionne bien avec eux. Et voilà, maintenant, depuis 2022, je me balade. Faire un petit historique de tes balades, justement, parce que ça fait rêver en réalité. Alors, je me suis beaucoup baladé en Europe. Donc j'ai fait un peu tous les pays d'Europe. Parce que l'avantage, c'est qu'au niveau des fuseaux horaires, c'est super pratique. Ouais. C'est ce que j'avais posé comme question. Ouais, c'est quand même une contrainte à garder en tête. Ouais. L'année dernière, je me suis quand même dit que j'allais essayer d'aller un peu plus loin. Donc j'ai passé 3 mois en Asie du Sud-Est. Donc forcément, c'était un peu compliqué, mais ça m'empêchait pas de... à quelle heure l'avantage de l'Asie du Sud-Est, c'est que je pouvais le matin faire mes balades, visiter, voir plein de trucs, et l'après-midi et le soir, travailler avec mes clients aux horaires françaises normales. Donc au final, ça fonctionne super bien. Et encore une fois, j'ai aucun client qui a besoin que je sois là, que je sois sur place. Donc voilà, maintenant je continue à fonctionner comme ça, et c'est pour ça que là je suis à Paris, je suis de passage avant d'aller ailleurs. Ouais, et je pense que ça fait rêver plein d'avocats. Tu pars à New York, tu m'as dit, ça va être un défi ou c'est les vacances? J'ai l'habitude. Okay. Je vais bosser, j'ai l'habitude d'aller aux États-Unis et de travailler avec ces horaires-là. Au final, moi je suis très matinal, donc j'aime bien travailler sur des Mais est-ce que ce qu'on te demande en termes de tâches demande à ce que tu sois présent ou tu dois être présent à des réunions? Et c'est ça plutôt la problématique. Je dois être présent pendant des réunions, mais toutes les réunions sont des calls. Donc au final, que je sois dans les bureaux de mon client, ça c'est clair, ou dans mes bureaux, ou à distance, franchement ça change rien. Trop bien. Ça m'amuse toujours quand je parle de ce que je fais avec d'autres avocats. Tu vois tout de suite, premier truc, tu vois de la sidération. Ils ont les yeux qui grandissent, ils se disent mais qu'est-ce que tu fais? Et après, t'en as certains, ils se disent mais je rêve de faire ça. J'imagine que ça attire certains. Voilà, et que ça soit juste, soit le fait de pouvoir travailler en voyageant, soit juste le fait de bosser en détachement avec des clients. Encore une fois, il n'y a personne qui pense à ça. Et ce qui est très marrant, j'ai plein d'amis qui se sont installés à leur compte, et un des premiers trucs que je leur dis, mais envisage de faire du détachement. Et t'en as certains qui font des chiffres d'affaires incroyables en s'étant lancés comme ça. J'ai un pote en immobilier, par exemple, il s'est installé comme ça, il explose mon chiffre d'affaires parce qu'il travaille comme un fou. Il travaille en détachement avec des très grosses boîtes, étonnamment, c'est pas des startups lui pour le coup.
Mais je suis sûr que les grosses boîtes, elles sont open. Ouais, elles sont open à ça, pour des si les remplacements, ou Mhm. ça marche super bien pour des remplacements de congé maternité, par exemple, ou de congé maladie. Parce que ils n'ont pas la contrainte du droit du travail, ils se disent ok, je vais faire appel à un avocat, je suis tranquille, il n'y aura pas de requalification de contrat. Et puis généralement, tu as des gens qui sont super opérationnels. Donc voilà, c'est Et qu'est-ce que tu super penses des intéressant. débats autour de l'avocat en entreprise? Moi, j'ai l'impression que ça n'a aucun sens. C'est-à-dire qu'en fait, on débat sur un truc qui finalement n'a pas lieu d'être. C'est-à-dire, pour moi, c'est logique que vous puissiez proposer ces services-là et qu'en fait, ce soit juste une manière d'exercer qui soit. Ouais. Enfin, en fait, ça se fait depuis des. Tu Mhm. vois, dès qu'il y a un problème dans une boîte, il y a un avocat qui est envoyé et puis il faut retrouver plutôt quelqu'un pour le cabinet, quoi. Mhm. Mais qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Alors, je pense que au final, effectivement, en pratique, c'est déjà là. On peut tout à fait le faire d'une manière qui est compatible avec la déonto. Moi, je me présente toujours comme avocat externalisé. Donc, c'est très clair pour mes clients, c'est très clair pour mes interlocuteurs. Donc, oui, forcément, l'idée de l'avocat en entreprise permettrait à des juristes de devenir avocats et d'avoir ce positionnement. Mais en tout cas, pour les avocats, à mon sens, c'est pas vraiment une question. On peut déjà le faire. On a déjà ces protections, enfin les protections qui vont bien, qui sont en place. Donc pour moi, c'est pas vraiment un sujet. Et d'autant que, alors peut-être qu'effectivement ça te donne une forme d'insécurité parce que demain ton client part, bah tant pis, mais bon, toi t'en as d'autres donc ça va. Et donc c'est peut-être la responsabilité de l'avocat de se dire vas-y, je dois trouver quand même et essayer de faire comme toi, pas un seul client, mais 2 ou 3 et essayer de détacher mes jours. Mais en fait, moi je trouve que on parle tout le temps de l'IA et d'avocat conseil, etc. Tu vas dans une boîte, tu rentres dans la strate profonde, tu comprends les enjeux, tu comprends les. Et en fait, tu vas beaucoup plus loin que simplement on a cette demande, je réponds, j'envoie, allez, courage. Maintenant, toi, je comprends beaucoup plus les enjeux de la boîte, c'est du conseil ça. Beaucoup plus. Enfin, tu vas en profondeur sur chacun des sujets, j'imagine. Donc, il n'y a pas de limite. Ça va être difficile pour une des structures de trouver un avocat qui est capable d'aller encore plus loin que toi sur les enjeux de sa boîte, j'imagine. Ouais, vraiment, tu es intégré comme un responsable juridique. Donc oui, les équipes te connaissent, tu connais toutes les problématiques de la boîte. Ça va être difficile effectivement de trouver un avocat aussi intégré, parce que quand tu fais appel à un nouvel avocat, tu vas devoir systématiquement expliquer le contexte, même si c'est un avocat récurrent en fait. Il n'a pas forcément toute la visibilité, il n'a pas forcément toutes les habitudes. Moi, je sais à qui parler aussi dans l'entreprise si j'ai des questions. Je suis intégré dans les Slack de l'entreprise. Trop bien. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est comment tu arrives à t'intégrer dedans, mais du coup, tu t'intègres dans leurs outils. Et est-ce que tu as parlé avec d'autres de tes confrères sur le fait que toi, ça marche bien en IP-IT, parce que tu fais du conseil, tu n'as pas du tout de contentieux? Non, pas du tout. Est-ce que tu en as déjà parlé à d'autres qui peut-être... à quelle branche tu penses que ça s'adapte bien? Parce que j'imagine, tu vois, franchement, je mets de côté le pénal, tu vois. À moins que vraiment vous faites du pénal des AF sur certaines boîtes où il y a des enjeux et que vous faites que du conseil, mais j'imagine que c'est rare. Toi, tu as un peu fait une cartographie des types de domaines où ça peut bien fonctionner? Alors, je pense que ça fonctionne très bien dans tous les domaines où il y a des contrats, déjà. Tous les domaines où l'activité principale du juriste, de l'avocat, c'est du contrat. Moi, pour le coup, mon cœur d'activité, c'est le contrat SaaS. C'est la rédaction, la négociation des contrats SaaS. Je pense que ça peut aussi beaucoup marcher pour les boîtes qui ont des besoins en regulatory récurrents. Je pense à la privacy, par exemple. Par exemple, tous les cabinets qui font du DPO externalisé, généralement, ils ont des fonctionnements un peu similaires. Je te donnais l'exemple tout à l'heure d'un confrère que je connais bien en immobilier. Lui, quand il rentre dans des boîtes où il y a beaucoup d'acquisition de bâtiments, beaucoup de baux à négocier, ça, ils ont besoin de lui de manière récurrente. Et lui, il n'a pas besoin d'y aller? Non. Enfin, il peut le faire de plusieurs manières, quoi. Mais ça fonctionne bien. Après, voilà, c'est... Quand il y a du récurrent, en fait, qui est en conseil, d'une manière générale, je pense que ça peut bien fonctionner. Mais n'importe quelle pratique, là, en l'occurrence, entreprise, SaaS, c'est logique qu'ils ont besoin d'un mec pour négocier leur contrat. J'imagine que tu leur fais gagner de l'argent à la fin. Mais comment... Est-ce que toi, tu as structuré ton offre justement pour qu'elle passe en abonnement? Et comment tu as réussi à... Au début, j'imagine que c'est... Enfin, comment tu factures globalement en fait, tes prestations? Alors, je fonctionne généralement au jour, en fait. C'est un forfait jour. Comme sur Malte?
comme sur Malte, effectivement. Alors ça peut être aussi, bon, pour le récurrent, c'est du forfait jour. Pour, pour les prestations plus ponctuelles, généralement c'est du forfait aussi. Ok. Je suis toujours admiratif des avocats qui font de l'abonnement. Personnellement, alors je comprends l'intérêt pour les clients, je comprends l'intérêt pour l'avocat, mais avec mon fonctionnement, j'ai du mal à imaginer comment je pourrais le gérer juste au niveau du temps. Parce que je suis en détachement et que du coup j'ai des jours qui sont dédiés à mes clients. Ça va être compliqué de rajouter un abonnement où j'ai du mal à visualiser la charge de travail. Ouais. Donc je le fais pas, mais je pense que c'est clairement quelque chose de super intéressant. Et c'est à mon sens la meilleure manière de fonctionner. Très clairement, du forfait, que ce soit du forfait mensuel, du forfait journalier, on s'en fiche. Mais c'est intéressant pour permettre à nos clients de savoir ce qu'ils vont payer, quoi. Et à mon avis, l'abonnement, toi, tu dois être intégré dans des réunions. Donc c'est là où c'est compliqué peut-être parce qu'on te demanderait que il nous faut ça, ok, et toi tu peut-être tu remets en question ou tu fais un petit point avec eux, mais puisque tu dois être intégré peut-être avec d'autres acteurs, c'est là où ça devient compliqué. Mais peut-être que l'avocat qui est dédié à produire, c'est-à-dire on lui fait des demandes, produire un peu comme tu as des abonnements maintenant design, tu as des mecs qui font du design, tu leur envoies une demande de design, dans 48 heures tu reçois ton design. Je pense que si tu marches de cette même manière, à la limite ça peut marcher, sinon ça risque d'être un peu chaud. En gros, si tu choisis... tu risques d'avoir des doublons. Si tu choisis de faire de l'abonnement, il faut t'assurer que tu aies le temps en fait, pour le gérer. Donc oui, je pense que c'est clairement l'avenir de la profession. C'est un abonnement avec... je suis prêt à faire 2-3 réunions et en fait il y a un forfait qui sûr. suit. Il faut que ça soit cadré. Tu peux pas faire open bar, ça c'est pas compliqué. Surtout solo. À la limite, quand vous êtes plusieurs, ça peut se faire, mais comme bol là pour le coup. Ok, trop bien. C'est hyper intéressant. Comment tu as réussi... Imaginons qu'il y a quelqu'un qui est en détachement là aujourd'hui, il fait du 5 jours sur 7, il aimerait prendre 1 ou 2 clients, ou même se donner une journée pour développer son activité, pour aller chercher d'autres. Comment toi tu as négocié avec ton premier client le fait de dire à partir d'aujourd'hui je vais passer sur 3 jours et comment tu as fait pour pas le perdre surtout? Alors la chance que j'avais, c'est qu'il voulait quand même se structurer et recruter des gens. Donc à la base je savais que la mission c'était quelque chose de temporaire. Généralement ce type de mission c'est pas quelque chose qui peut se pérenniser avec un seul client sur plein d'années. Ça peut être 6 mois, 1 an, 2 ans à la rigueur. Toi en règle générale c'est quoi, c'est 6 mois une mission? Ouais, 6 mois, 1 an. Mais ça permet de structurer la boîte. Généralement, c'est une startup qui a rien au début et qui a besoin au niveau juridique et qui a besoin de mettre en place des process, de vérifier ce qui a été mis en place et ensuite de recruter quelqu'un. Mais ça permet d'avoir quand même cette sécurité que ils ont un avocat qui a déjà fait ce type de choses, qui va pouvoir le faire de manière efficace. Et ensuite, peut-être qu'il va pouvoir les guider aussi pour recruter les bonnes personnes derrière. Donc, c'était pas vraiment une négociation pour revenir à ta question. Je savais qu'ils allaient se structurer, qu'ils allaient recruter des gens. Donc, c'est fait naturellement. Ça s'est fait naturellement. Mais c'est des bons arguments du coup. Voilà. Et après, maintenant, il faut vous structurier. Donc, maintenant, on va passer 4 jours et à vous de. Et puis après, voilà, je fais des prestations ponctuelles pour eux de temps en temps. Maintenant, ils me connaissent bien et je m'entends bien avec les équipes. Mais bon, ça a vocation à se transformer en quelque chose de plus récurrent que permanent. Mais c'est comme ça qu'aussi que tu construis ton portfolio de clients, parce que tu fais une mission au début, tu les connais bien, et puis ensuite ils recrutent quelqu'un, et puis tu fais... Puis limite tu guides sur des trucs un petit peu plus techniques. Voilà. Sachant que toi, plus là en 10 ans d'expérience, j'imagine que tu en as vu passer, et donc... limite, c'est aussi un argument de dire attendez, mais en allant là, je vais découvrir de nouvelles choses et je vais nourrir aussi le travail qu'on fait avec vous. Donc, c'est toujours c'est l'argument bidon, mais ça marche peut-être bien. Franchement, ça marche plutôt bien. C'est pas si bidon que ça parce que tu vois toujours les mêmes choses. Donc, quand tu as accompagné une boîte qui a grandi, qui a doublé, triplé de taille, forcément, la suivante, elle aura quasiment les mêmes problématiques. C'est clair. Et moi, c'est ce que j'aime en fait. C'est accompagner une boîte qui grandit. Et ce serait à refaire, peut-être que j'aurais fait des études plus dans le domaine du business, peut-être que j'aurais fait une école de commerce, parce que c'est ça, c'est là où est mon appétence en fait. On a discuté aussi, c'est vraiment de développer une boîte quoi. Mais là en l'occurrence, toi tu deviens vraiment
il va se passer ça, j'imagine que tu arrives en disant ok là on est bien, mais il va se passer ça bientôt, il va se passer ça bientôt, attention il peut se passer ça. Exactement. Et du coup tu donnes une timeline et les mecs ils se disent putain, ils nous donnent de la visibilité. Exactement. Vraiment sur l'opérationnel quoi. Ouais. Trop bien. Et mais pour moi c'est la grande force de cette manière de fonctionner. Et quel outil tu utilises pour faciliter ce travail-là? Est-ce que tu as des petits tips en disant utiliser un outil de calendrier, comment tu gères ton organisation pour pouvoir déjà bosser à l'autre bout peut-être du monde, et puis même pour fluidifier le travail avec les clients, parce que quand tu en as plusieurs, j'imagine qu'il faut être bien organisé. Alors oui, j'ai un outil de calendrier qui s'appelle Cal, qui fonctionne super bien, où tu peux mettre tes horaires. Cal.com. Ouais, Cal.com. On est passé dessus là hier. C'est super efficace. C'est trop bien. Et donc ça, c'est super bien parce que je peux paramétrer les horaires où je suis dispo. Typiquement, ce matin, j'ai mis mes horaires quand je serai aux États-Unis, et je suis sûr qu'on ne me mettra pas de rendez-vous au milieu de la nuit. J'utilise beaucoup des solutions type Notion, type solutions d'IA aussi, qui vont m'aider à accélérer, et notamment sur ma problématique principale qui est le contrat. T'as plein de solutions maintenant qui peuvent t'aider à négocier les contrats, où en gros tu dis voilà mon playbook, je peux accepter telle chose, voilà la position de mon client. Playbook, c'est quoi? C'est un modèle Mon playbook, ça va être, je mets mon contrat, je dis que pour telle clause, si le partenaire n'est pas d'accord, voilà la clause qui pourrait être proposée de manière alternative. Et ça te génère des propositions qui sont conformes aux règles en fait, de négociation que tu mets en place. Ça va te gagner un temps fou, notamment, l'exemple type, c'est le truc à chaque fois qui me prend un temps fou. J'avais fait un post sur LinkedIn il n'y a pas longtemps sur ça fait rigoler les gens. C'est les appels d'offres. Tu vas recevoir systématiquement un contrat de ton client, de l'émetteur de l'appel d'offres, qui va avoir rien à voir avec ce que tu vends. Si tu le fais à la main, tu en as pour des heures. Si tu mets ton contrat dans un outil d'IA, ça va te ressortir 90% des problèmes sur le contrat. Et donc, tu as juste à faire une revue, tu dis, ok, telle clause, ça doit être ajusté de telle manière. Donc, j'ai juste à cliquer, à dire, ok, ça peut aller, ça c'est mieux. Ça marche super bien. Ça t'a changé la vie depuis 2 ans là. Très clairement, ça me gagne un temps fou. Alors bien évidemment, toujours les problématiques de privacy, les problématiques de confidentialité. C'est un outil spécialisé pour les avocats. Ça s'appelle Spellbook, mais t'en as plein d'autres qui fonctionnent aussi bien, et t'en as des Français aussi qui se développent actuellement pour ceux qui veulent rester souverains. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Indépendamment de ce type de solution, il y a plein de solutions d'IA qui peuvent permettre de gagner du temps pour les avocats. Toi, tu en as une petite préférence, à moins que tu ne veux pas la dire. Non, je peux en parler. Après, moi, j'essaye de garder en tête justement ces problématiques de confidentialité. Donc, je fais tourner des IA locales sur mon ordi. Donc toutes les questions qui partiraient sur un chat GPT par exemple, je le fais sur des IA locales. Donc j'ai pas à me prendre la tête à enlever les infos confidentielles. Tu utilises Mistral du coup? Alors j'utilise Mistral effectivement, qui tourne sur mon ordi. Trop bien. Ça marche super bien. Je m'en sers pas mal, notamment je fais beaucoup de recherches d'antériorité pour des dépôts de marques. C'est toujours la même chose. Les recherches d'antériorité, c'est tu as la marque antérieure qui a été déposée, tu la compares avec la marque de ton client. Tu peux facilement, avec des prompts bien chiadés, tu peux sortir un rapport de recherche super efficace sur chaque marque. Ça me gagne un temps fou. Et sur tous nos cas d'usage, en fait, on peut toujours trouver des petits trucs qui vont nous permettre de gagner du temps avec l'IA. Et donc moi, j'ai vraiment cette appétence d'automatiser les choses. Ce que je dis à chaque fois, c'est, tu vois là, tu m'en parles, je me dis ah génial, mais dans tous les, en fait, pour ceux qui se disent ah bah super, je vais plus avoir de taf. Moi, je trouve que c'est tout l'inverse, c'est je gagne du temps. Mais en fait, il n'y a que toi qui peux savoir si c'est bon. Donc, en fait, nous, moi, je pourrais faire le même travail que toi, ou du moins regarder et refaire. En fait, je te dirais, j'ai fini, mais je ne sais pas si c'est bon. Toi, tu es capable de dire si on est bon. Et je pense que tu vois des erreurs ou quand même il y en a de moins en moins? Bien sûr, il y en a. Mais ça me prend moins de temps de générer le texte et de corriger ensuite les erreurs bien sûr. que de le générer de A à Z. L'exemple que je te donnais sur les recherches d'antériorité pour les marques, généralement, ça me prenait un temps fou parce qu'il fallait que je retape toutes les infos sur chaque marque. Ça me rendait fou. C'était un truc que je faisais quand j'étais stagiaire et j'en ai marre. J'avais plus envie de le faire. J'en ai fait des centaines.
L'IA, elle me gagne un temps fou pour ça, parce que là où ça allait me prendre, je sais pas, un jour pour faire une recherche d'antériorité, maintenant ça me prend la moitié du temps. C'est incroyable. Ouais, trop bien. Euh, Et puis du coup, tu peux te concentrer sur d'autres choses. Enfin, c'est Voilà. toujours la même chose. Des choses avec un peu plus de valeur ajoutée que de retaper du texte. Ouais, c'est pas c'est clair. intéressant. Et c'est intéressant pour les clients aussi, parce que forcément, je suis plus disponible aussi pour faire d'autres choses. Ils ont des réponses qui sont plus rapides. Je bosse avec des startups, donc forcément, c'est toujours très en flux tendu. Donc voilà, ils apprécient vraiment ça. Et c'est quoi, du coup, ta philosophie de pratique? C'est-à-dire que maintenant que finalement, tu as réalisé une forme de rêve de pouvoir travailler à l'autre bout du monde ou travailler où tu veux, du moins. C'est-à-dire que si tu bosses en France, c'est parce que tu en as envie. C'est quoi un peu l'objectif de ton cabinet? Je sais que toi, tu veux rester seul. Alors pourquoi? Qu'est-ce que tu veux essayer de construire, perso comme professionnel, tu vois? Alors pour moi, j'aime bien dire ça, mais ça fait toujours un peu rire les gens, je suis pas du tout carriériste. Moi, mon objectif, c'est d'avoir une activité qui me permet, alors qui est intéressante bien évidemment, mais qui me permet d'avoir une vie sympa à côté. Là, je l'ai trouvé pour l'instant, cet équilibre. Donc effectivement, j'ai pas l'intention de recruter pour l'instant, ça changera peut-être, on sait jamais. Mon objectif, c'est vraiment de recentrer mon activité sur les éditeurs de logiciels, sur le SaaS. C'est pour ça que j'ai fait appel à vous notamment. Vous avez fait un super site qui est spécialisé sur ça. Parce que j'ai encore des clients dans pas mal de domaines, mais c'est vraiment t'as envie de te focus sur le SaaS que depuis 2019. Parce que donc là, ça doit y aller en ce moment avec voilà, tous les nouveaux outils d'IA qui permettent de faire son SaaS en moins de 2 ans. Il y a énormément de boulot à faire, et depuis 2019, c'est vraiment que des éditeurs SaaS qui viennent me voir pour le détachement notamment. Et j'adore ce mode de fonctionnement, donc je veux vraiment focaliser sur ça et continuer à trouver des clients tranquillement dans ce domaine-là. Donc voilà, j'ai pas forcément d'objectif super clair en tête. Ça me gênerait pas, franchement, que ça continue comme ça continue actuellement. Trop bien. C'est beau à entendre. On est toujours à la recherche de plus, mais en fait, c'est pas mon délire. C'est rare d'entendre justement un satisfait de la situation. Franchement, je peux pas me dire que je veux pas me développer, parce que tu peux pas monter une boîte et pas vouloir la développer. Mais faire ça piano, tranquillement, je suis pas dans une logique d'hyper-croissance. Est-ce que tu te prends un peu cette dynamique alors c'est pas le mot parce que t'es pas freelance, mais tu sais, on en voit beaucoup sur LinkedIn les super freelance, c'est-à-dire des mecs qui génèrent beaucoup d'argent, accompagnent super bien leurs clients, ont automatisé un maximum de choses dans leur activité et arrivent à prendre du temps pour eux et d'avoir pour autant le train de vie d'un associé de gros cab qui pour lui n'a pas le temps. Ouais. Alors moi, cette notion de temps, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental pour moi. C'est peut-être ma valeur cardinale en fait, le temps et la liberté. Donc oui, je me reconnais aussi dans cette notion de super freelance quand même, parce que cette logique d'automatisation, de faire ce que je sais bien faire, et de tout ce que je ne sais pas faire, je l'évacue. J'ai mon réseau autour qui fait ça super bien. J'envoie tous mes clients qui ont besoin de quelque chose de différent chez les gens que je connais et que j'ai déjà VT entre guillemets. Voilà, j'ai pas envie d'avoir ce train de vie justement d'associé de gros câbles. Ça m'intéresse pas. Franchement, je comprends que ça puisse plaire à des gens. Ah bah oui, non, mais en fait, j'ai été très malheureux en bossant comme un taré dans un très gros câble. Et franchement, c'est pas du tout mon objectif. Voilà, donc j'essaie toujours de garder le temps qu'il faut Trop bien. Pour aussi profiter de la vie. Et franchement, mes clients, ils apprécient aussi que j'ai cet équilibre qui est plutôt sain en fait. Et t'arrives le cerveau frais déjà. Voilà, j'essaye de trouver aussi des clients qui comprennent ça et qui valorisent ce type de fonctionnement. C'est aussi on dit souvent le client choisit son avocat, mais l'avocat choisit aussi son client. Si j'ai un client avec qui je sens que le fit va pas passer, j'hésite pas à dire ça va pas le faire. Je l'ai déjà fait, ça a été un gros travail sur moi pour accepter. Parce que tu te remets toi en question. Alors en réalité, en fait, chez les clients, la vie va bien. Tu vois, c'est toujours ce stress
qu'est-ce qu'il y aura après, mais en fait, tranquille, il y aura des choses si vous bossez bien. Sachant que toi, avec ton positionnement, j'imagine qu'aussi il y a pas mal de confrères qui te renvoient du dossier. Ouais, ça arrive régulièrement. J'ai des confrères avec qui je travaille vraiment très souvent. Par exemple, j'ai une consoeur en privacy. À une époque, j'ai essayé d'être DPO de mes clients, délégué à la protection des données. Je me suis rendu compte que j'aimais pas ça du tout. Donc je comprends comment ça fonctionne, mais j'aime pas être trop chiant, mais bon, je connais pas assez. C'est super chronophage, c'est super stressant. J'ai une consoeur qui fait ça super bien. Maintenant, mes clients, quand ils ont un DPO, je le renvoie. Elle fait ça bien, et moi, je me concentre sur les contrats, sur la structuration de la boîte. Je m'éclate beaucoup plus à faire ça. En plus, on pourrait se dire que vous étiez concurrents, pas du tout au final. Non, pas du tout. On est super complémentaires. Preuve qu'il y a vraiment des domaines d'intervention, même si c'est encore large, c'est-à-dire l'IP-IT finalement, même dans l'IP-IT, même dans un secteur, tu as encore des... J'ai une micro-niche en fait. Et c'est incroyable le nombre de micro-niches qu'on peut trouver. Tu donnes souvent l'exemple de ton client qui travaille pour les restaurateurs. Je trouve ça incroyable en fait. On peut pas imaginer le nombre de petits domaines. Et puis tu vois, il a son Louis Pinet, il a son pendant droit social. Laure Solélac, j'ai toujours peur de mal prononcer son prénom, qui fait vraiment le volet droit social. Et je pense que tu en as d'autres. Tu vois, le fournisseur des restaurants, ça pourrait être une niche, tu vois. Et le mec qui gère les contrats du fournisseur, qui accompagne sur ce volet-là, c'est sûr qu'il y a des choses à faire. On peut tous trouver un domaine qui nous intéresse vraiment. Encore une fois aussi, j'aime bien dire, moi je suis pas un fanatique de droit. Le droit, franchement, le beau droit, ça m'emmerde. Ça m'intéresse pas. La belle plume, tu veux dire? C'est ça. Toi, t'es dans c'est pas ce que je recherche. L'opérationnel et la rentabilité. C'est business. Voilà, c'est ça. Et vraiment, à refaire, j'aurais peut-être plus envie de faire une école de commerce. Je suis content d'avoir fait ça, d'avoir fait du droit, parce que j'ai réussi à m'orienter d'une manière qui me plaît et d'aider à monter le business. Tes 10 ans valent facilement une école de commerce. Ah oui, je pense. Tu pourrais très bien passer dans le développement si demain tu te dis, est-ce que tu t'envisages un jour de te dire, il y a un projet qui me plaît, je suis prêt, si vraiment je suis à fond, je suis prêt à mettre stop et bosser dedans, même parce que tu pourrais très bien avoir un poste de responsable de développement, à ce niveau-là. Ouais, je pourrais tout à fait faire ça, et c'est des discussions que je peux avoir des fois avec certains clients qui veulent lancer d'autres projets. C'est aussi pas parce que tu es avocat que tu peux pas investir dans des boîtes où là tu apportes un conseil qui est peut-être moins opérationnel, mais plus un conseil un peu plus high level, où encore une fois j'ai vu comment on peut structurer une boîte qui grandit, donc je peux apporter ce type de point de vue qui est honnêtement, je pense, l'axe de développement qui m'inspirerait le plus. Donc c'est un sujet qui est super actuel. Plutôt même conseiller à des dirigeants, quoi. Clairement. Je pense qu'on peut faire, encore une fois, tous les avocats, on peut avoir ce type de positionnement avec nos clients où on monte en grade, entre guillemets, au fur et à mesure, et on n'est plus vraiment dans le purement juridique, mais plus dans quelque chose de stratégique, quoi. Je sais pas si tu as vu Lovable, la boîte Lovable qui a levé je sais pas combien encore de millions, 1,4 milliard je crois, un truc comme ça. C'est un truc de fou, c'est un outil qui permet de créer des SaaS via l'IA, bref. Bon, c'est pas si simple pour l'avoir testé, mais vous n'allez pas prompter à avoir un SaaS direct, mais en tout cas je me suis dit que ça ouvrait le champ à beaucoup d'autres gens d'ouvrir des SaaS. Est-ce que toi tu as eu une recrudescence de petits projets qui en réalité tu fais la réalité? Est-ce que tu t'es mis maintenant une limite, même dans ta niche, de dire moi des gars, soit je crois à votre projet et soit j'arrive avant une levée, mais sinon c'est post-levée après avoir un certain budget? Alors non, pas forcément. J'aime bien accompagner aussi des startups qui viennent de commencer, et l'exemple de Lovable est super bon parce qu'il y a plein de projets où le MVP, en fait la première version du projet est générée avec ce type d'outil, parce que les clients se disent bon ok, je vais pouvoir faire un truc à peu près bien pour commencer. Ils ne se rendent pas forcément compte qu'ensuite ils vont avoir plein de choses à corriger, mais c'est clair. Après tout, pourquoi pas, s'ils se rendent compte qu'il y aura ce travail à faire ensuite. La dette technique, tu l'as beaucoup vu chez les... Très clairement. Et la dette technique peut se transformer en dette juridique aussi, parce que ça peut créer plein de problèmes en matière de privacy notamment, ou en matière de propriété intellectuelle, il peut y avoir des soucis à ce niveau-là. Mais je pense quand même que ça peut être intéressant d'utiliser ce type d'outils, si tu as conscience ensuite que quand tu vas développer, tu vas potentiellement devoir tout refaire. Donc oui, c'est des projets que je peux accompagner, effectivement. Limite, il faut le savoir, comme ça voilà. tu prévois et j'aime bien aussi avoir
ces différents points de vue, que ça soit au tout début ou quand ça grandit. Ouais. C'est bien de garder ça en tête aussi. Parce que j'imagine que les fondateurs de SaaS qui ont fonctionné, ils vont avoir tendance à se dire, bah, vas-y, j'ouvre d'autres projets pour, je sais Ils pas, étaler adorent. le risque. Et puis oui, j'imagine qu'ils adorent. Enfin, souvent, les fondateurs, Ils ont c'est 15 000 projets. Ouais. Bah, Du tu coup, le sais, tu le fais aussi, mais ouais, c'est on a pas mal de trucs qui devraient c'est un truc t'emmerder. super important. Trop bien. Et qu'est-ce que tu conseilles, toi, du coup, aujourd'hui, à un jeune avocat qui voudrait développer cette dynamique, je sais pas moi, qui est comme toi à l'époque, collaborateur, et qui a sa petite rétro pour le moment, mais qui commence à envisager des choses, en termes de marche à suivre, qu'est-ce qui te semble le plus pertinent? Franchement, oser. J'ai un point de vue qui est très start-up. Il faut le tenter quand on sent qu'on est prêt. Si on en a envie, on oublie la question de j'ai 0 client, je vais avoir du mal à me développer. On arrive toujours à trouver des clients. J'en ai vu des collaborateurs qui se sont installés ces dernières années. Je n'en ai vu aucun, je dis bien aucun, qui a raté son installation. Si on se donne les moyens de le faire, on arrive. Donc je pense que l'élément le plus important, c'est pas tant réfléchir à son positionnement, c'est pas tant les process, c'est de faire un travail psychologique sur soi-même où tu changes complètement le positionnement par rapport au positionnement de collaborateurs où pour beaucoup, soit ils ont peur de développer, soit ils ont juste pas le temps ou des cabinets qui leur permettent pas de développer. Si tu as envie de développer, si tu as cette appétence-là, vas-y. Au pire des cas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tenter pendant 1 an, ça marche pas, tu retrouves une autre collaboration. Alors bien évidemment, ça dépend aussi de la situation personnelle des gens. Il y a des fois des situations qui sont plus compliquées que d'autres. Mais ceux qui peuvent le tenter, ils devraient le faire. Moi, ils vont le regretter toute leur life. C'est ça. Je préfère me dire, j'ai tenté, je me suis ramassé. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que ça n'est jamais arrivé dans ceux que j'ai vus autour de moi. Mais au moins, tu as tenté. Et ça vaut la peine. Et je le vois sur tous les créateurs de start-up. On a la chance en France d'avoir un écosystème qui nous permet de trouver, qui permet aux startups de trouver plein de clients et aux avocats qui veulent se mettre aussi dans ce domaine-là de s'y rattacher. Et dans les autres domaines, il y a toujours moyen avec Internet, les réseaux sociaux. J'en sais rien. Si tu es un fanatique d'un sport, bah, tu fais ton réseau dans ce domaine-là. Il y a des niches partout. Donc il y a moyen de s'installer. Trop bien. Et ça me fait à chaque fois rêver quand je vois tous ces jeunes qui sortent de l'école qui s'installent tout de suite. Moi, il y a 10 ans, quand je me suis installé après 2 ans, on m'a dit t'es complètement fou. Ça va pas marcher. Et maintenant, ils s'installent tous en sortant de l'école et ils y arrivent. Donc, puis ils apprennent sur le tas et puis ça se... Après, bien évidemment, il y a des questions de responsabilité, on peut pas faire n'importe quoi, mais tu montes en gamme. Tu fais des trucs que tu sais faire au début, ensuite tu te développes et tu vois ce que tu es capable de faire. Et puis tu bosses peut-être avec d'autres avocats qui vont te prendre un peu sous leur aile ou qui vont t'envoyer leur surplus et puis tu apprends au fur et à mesure. C'est important. Et est-ce que, parce que toi au début tu disais que tu as mis environ 1 an et demi avant d'avoir un niveau de ta rétro, c'est d'assumer ça aussi. Est-ce que maintenant avec le recul, cette période-là elle était très compliquée ou finalement c'est aussi d'accepter. Moi, je vois surtout, c'est qu'il y a des belles prisons dorées. C'est-à-dire qu'une belle collab où tu es à 150 000, effectivement, c'est difficile de la lâcher. Parce que c'est la belle vie le week-end et le soir à partir de 22h. Mais est-ce que toi, tu l'as vu, ça a été difficile et au final, maintenant, c'est passé. Tu dis, oh, c'était pas si compliqué au final, mais sur le moment, c'était dur ou, Alors oui, il y a eu des moments de doute. Il n'y a jamais eu de moment où je me suis dit j'arrête, je reprends un poste classique. J'ai jamais eu envie de retourner sur le chemin tout tracé qu'on nous vend à l'école. Mais oui, il y a des moments où tu te dis ça va être compliqué, mais j'ai accepté l'inconfort en fait. Alors, en toute transparence, quand je me suis installé, j'ai eu la chance de le faire juste après avoir un poste en entreprise. Donc j'ai pu bénéficier de notre super système en France. J'avais fait une rupture conventionnelle. Franchement, ça m'a pas servi à grand chose parce que j'ai vite réussi à avoir un chiffre d'affaires qui permettait de pas en avoir besoin. Ouais, mais c'était une sécurité. Mais oui, forcément, pendant quelques temps, j'ai dû me serrer un peu la ceinture.
Mais après tout, j'avais 25 ans. C'était pas hyper compliqué de le faire à ce moment-là. Ouais, c'est sûr que quand t'as 35 des gamins, c'est toujours plus compliqué. Mais bon, si t'as 35 des gamins, c'est peut-être que si t'as pu développer en parallèle, t'arrives quand même avec un matelas qui peut être intéressant. Je pense qu'on peut tous le faire, en tout cas, si on a envie. Oui, ça, j'en suis certain. Franchement, et puis t'es un bel exemple. Et en plus, vraiment une pratique qui est à la fois de niche, une manière d'exercer qui est bien à toi. Et franchement, bravo. On peut te contacter sur LinkedIn si on a des questions. Je sais pas, je suis un jeune avocat, je pose 3-4 questions. J'aime vraiment bien aussi aider les avocats à s'installer. Donc, je suis toujours content d'en discuter et de donner des bonnes idées. Et bah, envoyez un petit mot à Mathieu. Bon, a priori, tu prends pas de stagiaire et pas de collab. Non, donc, malheureusement. Ça ne servira à rien sur ce volet-là, mais en tout cas, il y a matière à discuter, à pouvoir être accompagné sur 2-3 trucs, un petit appel. Merci Mathieu, c'est trop cool. Et puis bah, je te souhaite que du bonheur, mais j'ai l'impression que tu es bien parti là-dessus. Et puis j'imagine que tu as toujours des petits projets en parallèle, de vie, petit perso, de l'investissement, des trucs comme ça. Donc la vie ne s'arrête pas aussi à sa pratique d'avocat, c'est ça qui est beau aussi. Clair. Merci à toi et puis on se voit vite. Merci de m'avoir accueilli.